Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition de Time Out. Aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de Caroline aka Player et de Mawin. Je vais vous laisser vous présenter. Si tu veux commencer, Caro, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Raconte-nous tout. Du coup, à la base, je faisais mon blog tranquillement dans mon coin il y a 10 ans. Il y a 10 ans sur les jeux vidéo. Ça ne nous Et rajeunit pas. ouais, je viens de me prendre un petit, un petit coup là-dessus. Tu sais En qu'en me plus, on disant, est quasiment habillés pareil, c'est très rigolo. j'étais en train de me dire qu'on avait presque le même giga. Donc, du coup, j'ai commencé il y a 10 ans mon petit blog sur les jeux vidéo par-ci par-là, parce que moi, à la base, je suis une littéraire, j'écris beaucoup. Et comme je joue aux jeux vidéo depuis toute petite, c'est ma maman qui m'a dit, bah, fais les deux en même temps. Donc, blog. Et puis très vite, j'ai fait du stream, donc en 2013 ou 2014, je sais plus, à l'époque où c'était en one shot. Et les aléas de la vie, quand t'es jeune, tu fais plein de trucs, tu bouges dans mon cas, tu bouges dans plein de pays, puisque tu fais des études de langue, et puis des fois t'as pas internet, puis des fois t'as internet, donc des fois tu streams, puis des fois tu streams plus. Et de fil en aiguille, j'ai continué à aimer streamer, continué à aimer bloguer, et en ce moment, comme je déménage, ce qui ne se voit absolument pas derrière moi, j'ai tout mis en pause, mais ça va revenir. Mais ça a l'air très 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 bien rangé. T'as vu? Moi, J'ai mes ah, non, mais déménagements, ils ressemblent pas à ça. ça, c'est le Tetris style, tu vois? En fait, j'aurais dû déménager, j'attendais à ce que ce soit il y a 1 mois, et comme il s'est passé 1 mois de plus, tu essayes de mettre tes cartons dans un endroit où ils gênent pas trop, tu vois? Puis après, t'as ton chat qui essaye de faire King Kong sur la tour, et c'est un peu n'importe quoi. Parfait. Et du coup, Mawin, qui es-tu? Bonjour. Bonjour. Je suis Marine, du coup, 29 ans, et je travaille dans le domaine du jeu vidéo depuis maintenant 7 ans, je dirais. Pareil, grande passion pour les jeux vidéo depuis de longues années. J'ai travaillé pour jeuxvideo.com pendant 5 ans et demi. Puis je suis partie en quête de moi. J'ai un peu tout laissé tomber. Je suis partie en Écosse quasiment du jour au lendemain. J'ai démissionné. T'as fait des photos trop belles. Oui. Je voulais de la nouveauté, je voulais vivre mon périple de ma vie, et donc je suis partie en Écosse pendant 7 mois en tant que jeune fille au pair, et là j'ai retrouvé un emploi depuis 1 mois et demi en tant que community manager, donc je travaille pour l'agence JK Group. Voilà. Première question. Ça vous a fait quoi la première fois que vous êtes tombée amoureuse? Cette question est super intéressante parce que tu découvres avec les années que peut-être quand tu croyais avoir été à tomber amoureuse, tu vois, quand t'étais plus jeune, en fait, c'était pas l'amour, tu vois. Donc, il y a quelques années, j'aurais répondu vachement plus rapidement, et aujourd'hui, je me dis, mais si ça se trouve, c'était pas l'amour, tu vois. T'étais pas tombée amoureuse, c'était pas l'amour comme tu le sais aujourd'hui, avec l'expérience. Moi, je crois que la première fois où j'ai cru tomber amoureuse, c'était du coup, je suis tout à fait d'accord, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on croit qu'on est amoureux, puis en fait, c'est des sentiments un peu différents. La première fois que j'ai cru tomber amoureuse, c'était en CE1, donc c'est il y a très longtemps, d'un garçon qui s'appelait Nathan. Je suis restée amoureuse pendant 7 ans de cette personne, sans jamais qu'il ne m'adresse un seul regard ou Ah quoi que ce soit. Si. Non. Non, mais je suis une personne idiote. Quand je suis amoureuse, je suis très très bête. Donc, pour le coup, c'est vraiment vrai. Et ouais, je crois qu'une fois au collège, il m'avait poussé. Enfin bon, il m'avait poussé le bras. Et moi, j'étais genre, ah mon Dieu, c'est un contact. J'avais rentré son adresse MSN, j'essayais de lui parler, puis il s'en foutait complètement de moi. Et moi, j'étais quand même genre dans l'expectative. Donc, j'étais idiote, mais vraiment idiote. Et après, ça n'a pas été catastrophique, mais la première fois où j'ai vraiment, vraiment senti que j'étais amoureuse, c'était il y a 1 an, au moment où mon ex m'a quittée. Et c'était une relation un peu compliquée qui a duré pendant 8 ans. Et du coup, c'était, je sais pas, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je tenais à lui d'une manière très intense, et je me suis rendu compte qu'être amoureux, c'était vraiment ça. Mais ça faisait très très mal parce que c'était plus réciproque, et que du coup, moi, je suis restée attachée pendant très longtemps parce que j'arrivais pas à m'en défaire, parce que j'étais vraiment, c'était là, quoi. Et voilà, j'étais bête, j'étais triste et j'étais malheureuse. Voilà. Ça, le truc, c'est que tomber amoureux, ça peut être à la fois des sentiments bien. Au moment où tu tombes amoureux, c'est bien, mais en fait, quand je disais on n'a pas le même tombé amoureux aujourd'hui qu'avant, c'est que je me suis rendu compte que quand on est, souvent, je pense, quand on est des nanas et qu'on est petite, on découvre l'amour, qu'on croit être l'amour via des amours toxiques, en fait.
Parce que moi, c'est pareil, en fait, la personne dont je pourrais dire, bah, c'est mon premier amour, il s'appelait Maxime. Moi, j'étais amoureuse de lui, littéralement. Je crois que le premier échange qu'on a eu, il a jeté son chewing-gum dans mes cheveux. Genre, on a dû me couper une mèche à cette hauteur-là dans mes cheveux. Et moi, j'étais en mode, ah, mais au moins, il m'a parlé, je l'aime trop. Genre, c'est quand même trop con, quoi. Et je réfléchissais, et j'en ai déjà parlé avec des copines. Et en fait, je crois que les nanas, on découvre beaucoup l'amour, qu'on croit être l'amour via du toxique, en fait. Il y a des trucs toxiques. Ou des mauvaises raisons d'une manière générale. C'est ça, on est sortis ensemble derrière, mais j'aurais pas dû accepter de me faire traiter comme ça, tu vois. Et c'était un chic type, mais c'est juste qu'ils sont débiles comme pas permis, tu vois. Et du coup, quand t'es plus grand, bah, tu fais tout avec un peu plus de raison, malheureusement ou heureusement. Et du coup, bah, tu réfléchis presque trop en te disant, mais est-ce que là, je suis vraiment amoureux? Puis d'ailleurs, on n'a pas de mode d'emploi, en fait, on sait même pas, genre... tu sais même pas, en fait, si c'est vraiment amoureux ou pas, et t'es obligé de réfléchir parce que t'as pas de modèle, en fait. Ouais, et puis les représentations qu'on en a, je regardais il y a pas longtemps, bah, on s'amuse encore à regarder des comédies romantiques maintenant à notre âge, hein, même en compagnie. Et je me rends compte, en fait, les comédies romantiques qu'on regardait quand on était plus jeune, on a des modèles qui sont extrêmement, complètement, pétés, quoi, parce que bah, les situations, déjà, elles ont rien de réel. Ouais. Et en fait, les nanas, effectivement, elles s'autorisent à subir des choses qu'elles ne devraient pas subir, elles s'autorisent à passer dernière, elles s'autorisent à pas être, aller pour quelqu'un qui va à 100% pour elle, et il n'y a pas d'échange, en fait, il y a vraiment... sacrifier son bien-être c'est ça, pour l'autre. C'est sur ces modèles-là qu'on a grandi. Je vais l'attendre, je vais attendre qu'il arrive, je vais attendre qu'il fasse un geste. Mais non, mais si vous devez attendre pour qu'il y ait un truc qui se passe, mais il faut voir ailleurs, il faut faire autre chose. Et c'est terrible. Du coup, moi, j'ai bien expérimenté ça ces dernières années parce que j'ai attendu mon ex très longtemps. Je l'ai attendu. Et bah, finalement, je me suis retrouvée le bec dans l'eau seule. Donc, n'attendez pas après les gens. C'est quoi le meilleur cadeau que vous avez reçu ever? Le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand t'as posé la question, c'était une boîte de thé. C'est particulier, mais c'était un coffret de thé, en fait, que j'ai gardé longtemps parce que c'était pendant ma relation de 8 ans, on s'est séparés une fois avec mon ex, et il m'a quand même souhaité mon anniversaire, il m'a quand même offert une boîte de thé, et cette boîte de thé, je l'ai gardée très longtemps parce que, je sais pas, je l'ai oubliée au fond d'un placard, etc. Puis je l'ai retrouvée en Écosse, en fait, quelques semaines avant qu'il me quitte, et je me suis dit, voilà, là c'est le moment, j'ai envie de boire ce thé, parce que j'ai envie de lui faire honneur, j'ai envie de... c'était bon, voilà, hein, mais j'avais envie de boire ce thé, j'avais envie de et c'est un cadeau parce qu'en Écosse, j'étais contente d'avoir cette petite part de lui avec moi. J'étais contente. Et si on devait donner un cadeau immatériel, il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur, je dirais que c'est cucu, hein, mais c'est l'amitié que la plupart de mes amis proches me donnent, et le temps qu'ils me donnent, leur écoute. Et cette année, c'était très difficile pour moi, c'était une année très compliquée, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée, et pour moi, ça, c'est un des plus jolis, c'est cucu, hein, je suis désolée, mais c'est un des plus jolis cadeaux qu'on m'ait fait, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément, parce que ça a plus de valeur que n'importe quel cadeau que j'aurais pu recevoir. Ça va pas aider sur l'émotion, mais pour mon anniversaire l'année dernière, donc fin novembre, j'ai eu mon anniversaire en avance, et je vais essayer de réussir à le dire et que ça aille. J'ai eu un bracelet Pandora que j'avais très très envie d'avoir, avec l'arbre de la vie gravé Family derrière, et un charme que je voulais absolument, c'était Stitch, du coup, qui signifie la famille aussi. Et c'est la personne que j'aime qui me l'a offert avant de se suicider. Voilà. Mais donc, du coup, je réfléchissais à plein de cadeaux, et je pense que ce sera celui-là le plus beau cadeau, parce que il est très, 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 très lourd de sens. Et c'est tout ce qui me reste, principalement. Voilà. J'aurais pu éviter ça en répondant autre chose, mais je voulais pas répondre autre chose. Je sais pas quoi dire. Embraye. Terrible, embraye. Et ça va faire un gros câlin. Un gros hug. Bien, enfin un câlin virtuel. Ouais, de ouf. Alors gros virage à 90 degrés de sujet.
Quel adjectif vous choisiriez pour définir votre relation avec vos parents? Le truc, c'est qu'un seul adjectif, ça suffit pas pour une relation. Parce que, tu vois, genre, il y a des années où tu vas répondre conflictuel et d'autres années où... Moi, mes parents, ils sont divorcés. Donc, automatiquement, je fais une relation différente pour chacun d'entre eux, vu que c'est pas la même vie, c'est pas le même foyer. Et mon père, c'est complexe. C'est une personne que j'adore, mais qui est assez égoïste. Et des fois, c'est dur à vivre. Et il y a des années où ça a été très conflictuel, mais malgré tout, c'est un grand nounours un peu simple, tu vois, qui fait des blagues. Et quand il dit quelque chose de con, bah, tu lui rentres dedans jusqu'à ce qu'il te regarde. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Genre, quand on parle de certains trucs féministes, il me regarde et il me dit hein, j'ai fait le gros con là, non? Ah, trop bien. Ouais. Et là, du coup, il me fait bon, bah, on la refait, tu vois. Et C'est trop cool qu'ils s'en rendent compte. Ouais, ça a mis du temps, mais moi j'ai un caractère, j'ai le caractère mélangé de mes parents, donc si tu dis quelque chose de problématique devant moi, il y a de fortes chances que je te rentre dedans ou alors que je te jette un regard qui te fait mourir sur place. Et du coup, lui... les yeux, revolver. Du coup, lui, je lui fais le regard genre, ouais, tu vois. Et maintenant, il capte, donc ça, c'est cool. Et puis, ma mère, c'est juste la personne la plus généreuse et la plus altruiste que je connaisse. Et c'est elle qui m'a encouragée à faire le blog. C'est elle qui m'a encouragée à streamer. C'est elle qui m'a aidée à faire mon site web. Elle m'a soutenue, en fait, à chaque fois, peu importe ce que je choisissais de faire, même si c'était pas dans ses normes ou dans les choses qu'elle avait envie que je fasse, en fait, je l'ai jamais vue ne pas me soutenir. Genre, très, 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 très rarement. Donc ma mère, elle est incroyable et du coup, dans les blagues avec mon père ou dans le soutien avec ma mère, j'ai envie de dire complice, malgré les conflits. J'ai pensé à ma mère en premier parce que mon père, c'est un personnage, mine de rien, plutôt effacé de ma vie. Mes parents sont séparés aussi quand j'étais assez jeune. Bon, ça n'a jamais été problématique pour moi parce que je les ai jamais vus heureux, amoureux, complices, quoi que ce soit. Donc je sais même pas pourquoi ils étaient ensemble d'ailleurs. Donc j'ai jamais été trop choquée quand ils se sont séparés, ça m'a rien fait. Et en fait, mon père, c'est un personnage. Je saurais pas comment le décrire en fait. Effectivement, il est simple. Et on s'est pas vu pendant très longtemps, de mes 12 ans jusqu'à peut-être mes 23, 24 ans, on s'est pas vu, en raison de divers problèmes familiaux. Quand je l'ai revu, j'ai entamé une sorte de quête pour le retrouver parce que je me suis dit bon, voilà, c'est mon père, j'ai besoin d'un papa. Et en fait, je me suis rendu compte que non, mais bon, j'ai quand même fait ma petite quête. C'est bien d'avoir des fois de savoir quand même, tu sais, t'as le questionnement. C'est important. Puis moi, quand j'ai envie de faire un truc, de toute façon, j'ai très peu de patience. Et quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et même si c'est la pire connerie du monde, j'ai tendance à foncer, peut-être baisser. C'est parfois bien, parfois moins bien. Mais du coup, voilà, quand je l'ai revu, je lui ai posé plein de questions qui me taraudaient par rapport à... Voilà. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut recommencer une relation père-fille. Par contre, faut pas s'imaginer que ça va être papa mon papa. Je l'appelle jamais papa, je l'appelle par son prénom. Et voilà, on se voit 1 fois par an, 2 fois par an, parce qu'il habite en Bulgarie. Mon père, c'est un ancien alcoolique. Donc, on a un passé un peu complexe à ce niveau-là. Il s'est remarié à 10 ans avec une femme bulgare qui est adorable, que j'adore et qui est très, très chouette. Donc maintenant, ils sont en Bulgarie, je les vois de temps en temps. Et ça me suffit largement. Donc conflictuel, c'est pas tant pour mon père, parce qu'il a été très effacé de ma vie, c'est plutôt pour ma mère qui est exactement comme toi, Caro. C'est une femme qui est extrêmement généreuse, c'est une femme qui est extrêmement aidante dans le soutien. Le problème, c'est que c'est aussi une femme qui a énormément souffert, qui a eu beaucoup de traumas dans sa vie, qui a été violée, qui a été battue, qui a un passé extrêmement lourd et qui n'a jamais eu le soutien dont elle aurait eu besoin, et qui n'a jamais eu l'aide en fait psychologique dont elle aurait eu besoin, qui a toujours tout gardé toute seule parce que personne l'a jamais aidée. Le peu de fois où elle a demandé de l'aide, sa mère lui a dit par exemple ouais d'accord, t'en parles pas trop parce que ça fait mauvais genre. Donc imaginez une gamine qui se prend ça dans les dents. Et je pense que ça a construit ma mère d'une manière extrêmement bancale, et du coup, elle nous a toujours tout donné, elle a toujours donné tout ce qu'elle pouvait pour nous.
quitte à s'oublier elle-même en tant que femme, en tant que personne. Et c'était difficile parce que du coup, elle avait ce besoin d'être vraiment nous protéger, d'être toujours avec nous, de toujours nous apporter beaucoup d'amour, tout ce qu'elle n'a pas eu en fait. Donc beaucoup de choses, quitte à être extrêmement présente et beaucoup trop présente, avec un concept d'intimité qui était un peu bancal, quoi. Moi, j'avais pas le droit d'avoir de l'intimité dans ma chambre. Moi, je sais qu'elle venait passer l'aspirateur à 5h du matin, alors j'étais avec mon copain dans mon lit. Donc, voilà. Et quand on avait un conflit, et souvent on avait des conflits très très forts, vraiment, on a eu des phases où on s'est vraiment presque battu. Elle me laissait pas aller dans ma chambre pour juste me détendre et vraiment enlever la pression de ce qui s'était passé. Et voilà, c'est pour ça qu'on a eu des rapports très 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 difficiles. Et maintenant, elle a déménagé il y a quelques temps. Moi, j'ai déménagé aussi quand j'ai eu mon boulot chez jeuxvideo.com, ce qui m'a un peu sauvé la vie, ce qui a un peu sauvé notre relation aussi. On a eu de l'espace, on a retrouvé ce pourquoi on s'aimait, on a retrouvé des conversations correctes, un intérêt à passer du temps ensemble en fin de compte, et vraiment avoir une relation mère-fille intéressante et effectivement qualitative. Donc conflictuelle, parce que oui, c'est plus par rapport à la façon que ma mère a d'être. Ça n'empêche que je l'aime énormément, évidemment, que je me suis excusée un nombre incalculable de fois pour les moments où j'ai fait mon ado débile, où j'ai été insupportable, où j'ai répondu, où j'ai insulté. Voilà. Je m'en veux beaucoup. Je me reconnais un petit peu dans la description que tu fais de ta maman. Où moi, ça fait des années que je lui dis « Mais sinon, je pense que ça te ferait du bien d'aller voir un psy. » Et elle le fait pas. Mais on peut pas forcer les gens. Hein. Mais c'est vrai que ça fait du mal quand tu vois les gens autour de toi qui ont plein de traumatismes, des réactions. En plus, forcément, c'est plus facile quand ça vient de l'extérieur. Enfin, quand t'es une personne extérieure à la situation et que tu vois le problème, forcément, quand ça t'arrive à toi, c'est beaucoup plus difficile de le voir. Alors que là, quand en plus t'es une personne proche, tu vois un peu tous les mécanismes de pourquoi la personne elle réagit de telle façon. T'as envie de faire quelque chose, mais tu sais, c'est pas ton job. C'est important de comprendre aussi, de reconnaître que parfois on n'est pas les meilleures personnes pour apporter une aide, et que c'est pas grave, que il faut juste rediriger peut-être. Ma mère, je sais que la seule fois où elle a consulté un psy, c'est parce qu'elle était en dépression, elle travaillait pour l'éducation nationale, c'était très difficile pour elle, burn-out, etc. Et ce mec l'a regardée. Ma mère se maquille toujours. Elle se maquille toujours parce que pour elle, c'est ses peintures de guerre, c'est une armure, c'est un moyen pour elle d'être forte et d'aller de l'avant, et voilà. Elle se maquille tout le temps. Et donc ce jour-là, elle allait chez ce psy qui devait attester du fait qu'elle n'allait pas bien au travail. Et puis il la regarde, et puis de toute façon, vous en faites des caisses, vous êtes maquillée en plus, les gens qui vont pas bien, ils se maquillent pas. Et je pense que ça a eu un effet vraiment destructeur, parce que je devais la chercher après à la sortie de ce psy, je ne l'ai pas trouvée à la sortie du psy. J'ai dû aller chercher dans toute la gare, pour ceux qui connaissent de Cergy-Saint-Christophe, j'ai dû faire toute la gare de Cergy-Saint-Christophe pour la retrouver par terre en pleurs. Ma mère qui est la femme la plus forte que j'ai jamais vue, je ne l'ai jamais vue pleurer de ma vie, et je la retrouvais par terre assise à côté de la gare en me disant voilà Marine, j'ai voulu me foutre en l'air, j'ai voulu me jeter sous le train. Et je me suis dit bon Dieu, c'est dur de demander de l'aide, et quand on fait la demande d'aide, je comprends pas que des gens comme cette personne-là puissent... Ça détruit des gens. C'est un peu deep, je suis désolée, mais c'est une expérience qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a traumatisée en partie, et qui m'a permis aussi de me rendre compte que ma mère, c'était un être humain, et que mine de rien, malgré tout ce que je pouvais voir d'elle, ce côté fort, etc., elle était comme tout le monde, en fait. Et j'ai un petit peu de mal avec les psys. En fait, le pire, c'est qu'on en fait une normalité. Genre, t'entendras tout le monde te dire ouais, il faut que t'ailles voir un psy, mais faut que tu prennes le temps de trouver le bon. Et donc, quand on te dit ça comme ça, tu te dis ouais, c'est normal, il faut que je trouve quelqu'un avec qui ça match. Mais en fait, ce que ça soulève, c'est qu'il y a de très fortes chances que t'envoies 2-3 qui te fassent péter un câble, et qu'il faut que tu tiennes. Genre, moi, c'est pareil, le tout premier psy que j'ai vu dans ma vie, t'y vas pour te soulager quand même, hein. J'y suis allée pour une agression sexuelle quand j'étais petite fille, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Mais vous avez pas l'impression que c'est de votre faute ?» Sur ce ton. Et j'ai retourné la table, je me suis cassée. Et après, j'avais un problème. Comment c'est possible en fait, que ces personnes soient psy, quoi? Ça me rend barge. La phrase que tu viens de dire, moi, je viens de la penser pour la mère de Mawin. Et en fait,
on connaît, et dans le chat, les gens sont en mode, mais qui est ce psy, quel enfer, etc. Et c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Mais après, on intériorise le truc en mode, oui, ben quand tu cherches un psy, il faut trouver le bon. Mais ça sous-entend que tu vas croiser des psys qui vont te dire des trucs, mais dégueulasses. Et moi, ça me fait toujours de la peine quand j'entends des gens qui ont voulu se faire aider et que ça a empiré, en fait. Parce que moi, ça a empiré ma situation. Ta mère, j'imagine que ça a empiré ce qu'elle a ressenti, parce que bah voilà, l'état dans lequel elle était, c'était Ouais, pire. en plus, elle n'a pas dû se l'état dans sentir lequel- légitime à ressentir C'est ce ça. qu'elle ressentait. Donc elle est ressortie dans un état pire, mais pas constructif, d'un endroit où elle était censée aller pour aller mieux. Et c'est juste inadmissible. Et ça fout les boules parce que t'es obligé de te dire, je vais potentiellement encaisser ça pour trouver le bon. Genre là, moi, j'en ai trouvé un bien, mais pour en trouver un bien, il a fallu que je m'en tape 2 mauvais, dont une qui m'a dit ça, et l'autre qui me regardait et qui écoutait pas. Donc, alors qu'en plus, enfin, voilà, on va se le dire, si c'est pas des psychiatres, et c'est pas du tout la même chose, c'est pas remboursé, ça te prend du temps, tu dégages du temps pour y aller, etc. Tu te prépares psychologiquement, c'est très dur de te préparer pour aller chez le psy, avant même qu'ils te disent quoi que ce soit. Donc, enfin, moi, je trouve ça horrible. Ouais, la démarche, c'est pas Et- évident pour tout le monde. C'est ça. Et Moi, moi, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi. Moi, j'étais Ouais. dans cette optique, pareil comme ma mère, où bah non, on demande pas d'aide parce qu'on est fort, et si on demande d'aide d'un psy, c'est qu'on est faible. Bon, j'ai Ah eu oui, une ça, c'est dépression terrible. en 2019, donc du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais voir un psy. Et donc, je vais chez ce psy qui avait plein de bons avis sur Google, etc. Parce que quand tu connais pas, c'est vrai que c'est débile de se Ouais. référer aux avis, mais c'est que la ça. première chose. C'est de la Ah, langue mais que tu j'ai as. fait pareil, hein, donc je pense Mm. qu'on Et du coup, va je- faire ça. Et puis en plus, t'as souvent des avis qui divergent. Oui. Et Non, mais alors là, lui, il avait 5 étoiles, mais il avait genre 300, 200 avis. Vraiment, genre un nombre incalculable d'avis. Genre, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, c'était chelou. ouais. Donc, je vais vers ce mec-là, et je lui explique que moi, bah, j'ai des problèmes différents, que j'ai, voilà, avec mon copain, ça va pas trop, qu'il faut que je retrouve, bah, mon chemin dans mon couple, et qu'il faut surtout que je retrouve mon chemin dans ma vie. Et il me dit, levez-vous pour voir. Je me dis, bon, bah, je me lève. Et puis il me dit, ouais, maintenant vous êtes bien là, qu'est-ce que vous voulez changer? C'est pas la peine. Par contre, je sais que les garçons, ils aiment quand même mieux quand on met ses seins en valeur et ses fesses en valeur. Du coup, c'est quoi votre taille de soutien-gorge? What? Et ça c'était la deuxième séance, parce que la première, c'était à peu près bien passé. Même s'il avait fait une entorse à son serment d'Hippocrate. En gros, je rentre dans le cabinet, il me dit, ah, aujourd'hui, j'ai bien travaillé, je suis content de moi. Je lui dis, ah, bah, pourquoi t'es content C'est de cool. toi, frérot? Et là, il me montre une photo, et il me dit, attends, regarde, tu vois, parce qu'il me tutoyait. C'était pas naturel pour moi, c'était pas agréable, mais bon, il me tutoyait. Donc, du coup, il montre une photo, il me dit, tu vois, ce mec-là, il a voulu se suicider ce matin, il est rentré dans mon bureau, et maintenant, j'ai appelé ses parents, ils sont tous réunis et tout va très bien. Et il me montre la photo du gars, là, on voit son visage, on voit le visage du gars, on voit le visage What on voit the le fuck? des parents. Et sur le coup, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Genre, enfin, imagine, je suis sa boss, je suis pas au courant, je suis une collègue, je suis une amie, enfin, Bah ouais. c'est quoi ça? Et du coup, je lui dis, mais pourquoi vous me montrez ça? Il me dit, parce que parfois, il faut savoir quand on fait du bon travail, il faut savoir se féliciter, il faut savoir voilà. Et n'hésite pas, d'ailleurs, est-ce que tu as un compte Google? N'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Non, mais je dis, alors bah, le mec, il s'auto-suce 3 fois par jour, quoi. C'est terrible. non, le coup du voilà, quelle est votre taille de soutien-gorge? Levez-vous. Et du coup, je dis, bah, je sais pas. Et puis, je suis partie. Mais je suis restée bien une demi-heure. Je suis partie à la fin de la séance, je suis pas revenue, mais j'ai pas eu la force comme toi de retourner la table. Moi, je suis restée. Et je me dis, heureusement que j'ai quand même un tout petit peu de jugeote, parce que si j'avais été en faiblesse psychologique beaucoup plus Ah intense, là, on a en face de soi une figure d'autorité, on a quelqu'un qui est diplômé, on a quelqu'un qui techniquement est apte à résoudre tes problèmes. Tu te dis, bah voilà, s'il me dit ça, c'est que c'est vrai. Si t'es dans un état de faiblesse psychologique, t'écoutes n'importe quoi. Enfin, tu peux, tout est recevable. Et c'est c'est complètement dingue. Voilà. Non, mais moi, j'ai retourné la table, pas par force mentale, hein, mais parce que mes ancêtres sont des cosaques russes, puis c'est tout. Quelqu'un à qui vous ne pourrez jamais pardonner. Tous les agresseurs du monde entier, les agresseurs sexuels. Ça, il n'y a pas de pardon qui existe. Zéro. Je crois que je peux pardonner tous les coups de pute qu'on m'a fait dans ma vie. Mais ça, pour moi, ou pour tous les gens que je connais, c'est impardonnable. Eh bien, moi, j'aurais dit, du coup, dans ma vie, personne, parce que moi, je pardonne très facilement. Mais du coup, bah, je rejoins la grande cause de pas de pardon pour les agresseurs sexuels. Voilà. J'apporte ma voix. Yes. Ça Un marche. petit coup de couteau dans les... Pardon, excusez-moi.
quand tu disais que fallait pas te faire chier. Pas si gentil. Non, mais parce que tu vois, avant, je me disais, oh, telle personne, elle m'a fait du mal, je lui pardonnerai pas, elle m'a fait un coup de pute et tout. Puis je me rends compte que tu grandis et en fait, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Il y a des gens à qui j'en veux, genre. Mais les agresseurs. Parce que j'en ai, moi, dans ma vie passée, que eux, ça restera toujours là, évidemment, parce qu'ils t'ont détruit, en fait, pour toute ta vie. Et pour tous les gens que je connais et tous les gens que je ne connais pas et tous les gens agressés, qui ont été agressés ou qui vont être agressés du monde entier. Voilà, je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux agresseurs. Et c'est impardonnable et on devrait jamais entendre quelqu'un qui nous dit oui, mais bon, tu peux passer à autre chose, ou oui, mais moi je le pardonne parce que je sais pas la vérité. C'est hors de question, c'est impardonnable, c'est non négociable. Et c'est tout. Moi, c'est un mécanisme qui m'intéresse parce que du coup, effectivement, je suis pas du tout rancunière. Mais alors, pas du tout. Alors, bon, après, s'il m'arrive des choses affreuses, je pense que je suis un peu rancunière, mais même pour moi, le pardon, c'est une étape automatique, tout du moins dans les gens qui constituent mon cercle et qui n'ont pas commis de délit quelconque. Pour moi, c'est quelque chose d'automatique, le pardon. C'est une étape qui obligatoirement va m'aider à me dire, bah voilà, pas je suis mieux ou pas je suis au-dessus, mais voilà, j'ai la capacité à passer à autre chose, ça veut dire que l'affaire plus ou moins est classée, donc je n'arrive pas à en vouloir aux gens, je sais pas faire ça. Ouais, ça t'aide à avancer, quoi. Du coup, il me reste quelques toutes petites minutes pour vous poser ma dernière question, qui est, c'est quoi le truc qui vous fait vous lever le matin ? Le fait que j'attends toujours qu'il se passe quelque chose de formidable dans ma vie, et que même s'il m'arrive des choses formidables, il peut toujours m'arriver des choses encore plus formidables. Et j'ai envie de voir en fait comment ma journée va être. Il y a des jours où j'ai clairement pas eu envie de me lever cette année et l'année passée. Et je sais que j'ai gâché beaucoup de temps en restant dans mon lit, en me broyant du noir, en n'arrivant pas à me battre contre des pensées négatives. Et maintenant, je me dis, bah, effectivement, c'est con, mais je pense qu'on doit tous passer par ce schéma pour finalement réaliser que effectivement, la vie, elle est relativement courte à notre échelle, et que du coup, il faut qu'on en profite, et il y a toujours des belles choses qui peuvent arriver. Toujours. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, est-ce que c'est à nous de les créer, est-ce qu'elles vont arriver comme ça, Donc voilà, juste la surprise de ce qui va se passer, l'envie d'attendre quelque chose qui est prévu, le fait de voir une pote, le fait de partir un week-end. Juste se dire que voilà, il va y avoir quelque chose de beau qui nous attend. C'est trop chouette. Je vais faire un clip de cette séquence et me le repasser dès que ça ira pas bien. Merci pour ce beau moment d'espoir. Grave. Et de positivité. Toi, ce serait quoi du coup, Caro ? Ma réponse légère, ça serait le petit déjeuner. Que je rejoins. C'est une bonne réponse aussi, hein. C'est une réponse complètement 100% valide. Mais le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la perspective d'avoir survécu un jour de plus. C'est moins joyeux, mais je comprends. Mais quelque part, ça a quelque chose de positif, en fait. Parce que moi, mon mental, il est comme ça depuis décembre. Parce que... C'est un peu une guerrière, quoi. Qui est exceptionnelle. Et le matin, quand j'ouvre les yeux, je me dis, t'as fait et tu vas faire, Pilou qui m'a mis du noir partout, t'as fait et tu vas faire un jour de plus, tu vois. Et du coup, j'ai envie, comme Mawen l'a dit, de voir ce qu'il a à m'apporter, en fait, ce jour-là. Genre, pourquoi j'ai réussi à tenir encore ce jour-là, montre-moi ce que t'as à donner, tu vois. Donc, en ce moment, c'est un peu l'instinct de survie. Peut-être quand j'aurai déménagé, je pourrais penser un peu à autre chose, mais jusqu'à ce que je déménage, chaque matin que je passe, c'est un matin de plus où j'ai survécu et tenu le coup. Et du coup, un nouveau jour que j'aborde avec un maximum de courage, je dirais. Putain, la vache. Ça me fait tellement mal au cœur de t'entendre dire ça, mais j'espère que tu déménageras vite et que ça ira mieux. Je vois quand même une teinte de... Enfin, même si c'est dit avec ton petit air qui me fait un peu triste aussi, avec tes petits yeux qui se perdent dans le vide. Mais moi, je dis ça positivement.
Et non, j'imagine très bien j'imagine, je peux pas, me mettre à ta place, mais j'imagine ce par quoi tu es passée et je trouve ça quand même beau et fort et je vois ça plus comme, ouais, une envie de poursuivre le combat et de faire des choses belles et Mmh. j'y vois vraiment quelque chose de très positif donc voilà, je t'encourage Mmh. à te Quelque lever part, le quand matin. tu te dis: «J'ai survécu un jour de plus», c'est triste parce que ça il y a la notion de tu es en train de pas vivre, mais de survivre, tu vois? Donc ça, c'est triste, enfin un peu plus que d'habitude. Mais quelque part, ben, tu peux être fier, tu vois? De te dire: «Bah, attends, je suis là quand même». Quand je regarde, tu vois? Quand je regarde 3 mois, 4 mois en arrière, 3 mois, c'était pas ça du tout. Je pense que enfin, j'étais persuadée de pas finir, de pas être là, par faire ce time out avec vous. J'y suis, donc c'est tri le fond est triste, mais c'est positif parce que ça veut dire que, bah, je le fais. Je veux pas dire que j'y arrive, parce que c'est un grand mot, mais je le fais et puis je le fais un peu aujourd'hui, puis je le fais un peu demain et puis après-demain et cetera. Et puis passer un certain cap et puis, une certaine, disposition, nouvelle ville, voilà, je vais me soucier de mettre des livres dans des étagères, puis d'inviter mes amis à faire des barbecues, puis du coup de rentrer voir mes parents et puis de m'occuper de cette nouvelle vie et j'ai gardé en tête tout ça, en fait, puis j'ai été entourée de gens formidables, même si je les ai beaucoup, beaucoup repoussés. Parce que j'avais pas le choix. Je les remercierai jamais assez parce que ils sont incroyables et voilà, moi, mon «incroyable à moi» entre guillemets, c'est, de tous les matins de me réveiller et de me dire, «On y va, allez hop» et puis demain matin, je serai là encore et puis après-demain matin, je serai là encore et voilà et c'est triste mais c'est positif, je pense. Ça me touche de ouf ce que tu dis, parce que ça me rappelle tous les moments où j'étais pas bien et de se Mmh. dire genre ce truc de ouais, un jour de plus. Moi j'ai du mal à voir le positif, je vous Ouais. avoue. Bah, tu vois, le truc, c'est que dans ma vie, j'ai eu des trucs horribles. Bah, tu as à peu près capté là, mais il y a pas tout, mais j'ai eu d'autres trucs horribles où je me disais: «Ah, je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais». J'ai eu tort, aujourd'hui, je suis ici et fin décembre, j'ai vécu le pire truc de ma vie alors que je pensais déjà avoir vécu l'horreur, tu vois? Donc je pense que, ben, même si c'est triste, c'est bien de te dire, tu as la preuve vivante, tu es là, tu vois, que tu as rebondi et que tu as réussi. Faut pas l'oublier, en fait. Moi, je me suis promis de plus jamais l'oublier, en fait, que j'étais capable. Donc bah, tous les jours, j'y mets un peu des coups de pied dedans, en mode je me respecte pas, mais je n'oublie pas que j'ai réussi et que même si là, c'est plus que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, alors que c'était déjà l'horreur, je peux le faire, je peux y arriver. C'est dur, mais je peux y arriver. Parce que j'ai encore plein de gens formidables à découvrir et plein de choses formidables à faire et plein de time out super intéressants à faire et des Among Us et des trucs ensemble et puis le jour où il y aura plus le covid, on se verra et on fera des bubble tea et genre j'ai Oui. hâte de ça, tu vois? Donc je me Jamais réveille bu de chaque bubble tea de matin ma en vie. pensant à ça. Ah bah Il on faut fera qu'on un fasse bubble ça. tea. Je me dis que si en décembre j'avais ou avant décembre, j'avais vu une émission comme ça et que j'avais vu quelqu'un comme moi parler là comme ça, bah, le jour où je l'ai affronté, peut-être que j'aurais eu un peu plus d'outils, tu vois? Un peu plus de Hmm. clés. Donc si je peux donner des clés à des gens ou si quelque part je peux montrer qu'il y a de l'espoir dans toutes les douleurs, moi j'ai besoin Hmm. d'y croire, donc je suis persuadée que d'autres gens ont besoin d'y croire aussi, tu vois? Je me permets de répondre à Thelma qui dit ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Et pour moi, c'est un des pires trucs à dire aux gens qui souffrent ou qui ont vécu des traumatismes ou des agressions ou quoi que ce soit. Je sais que dans plein de cas, c'est vrai et ça donne l'espoir de ok, t'as vécu un truc horrible, mais tu en as tiré peut-être des trucs positifs et c'est probablement vrai. Peut-être qu'on tire des trucs positifs, je sais pas, peut-être qu'on devient plus empathique ou plus sensible ou au contraire on se renforce parce qu'on a traversé un truc dur. Mais de dire ce qui ne tue pas rend plus fort à quelqu'un qui a vécu un truc horrible, je trouve que c'est affreux en fait. C'est un peu en mode bah oui, mais t'as vécu ça donc c'est bon, maintenant ça va aller mieux. Enfin. Ou genre en mode ça va t'apporter quelque chose, on se focalise sur le côté positif. Non, il n'y a pas besoin de genre de dire oui mais ça, enfin j'ai l'impression que c'est hyper méga moralisateur ou genre ou même où ça amoindrit aussi le truc que tu peux avoir vécu. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu comme les trucs bateaux qu'on va te dire, genre par exemple tu viens de vivre une rupture
genre horrible, t'es au fond du gouffre et on va te dire genre un perdu 10 de retrouver. Ça c'est abominable, je sais pas, genre faut arrêter avec ce genre de phrases bateau qui... Enfin, si tu sais pas quoi dire parce que la personne elle va pas bien et tout, je sais pas, genre juste sois là pour elle et écoute-la, dis pas des trucs comme ça quoi. De dire je te crois, ce n'est pas ta faute, ta douleur est Mais légitime. de l'allier à un ça va aller, ça m'avait fait beaucoup de bien. Enfin, le fait de... Ouais. Voilà, genre te dire oui, bon, ok, je valide ce que... Enfin, je valide non, personne valide pas. Enfin, ce que tu as vécu, c'est légitime, tu le sens et j'en prends conscience et il faut que tout le monde prenne conscience de la douleur que tu ressens, mais ça va aller. Et ça m'avait beaucoup aidé, moi, à aller mieux. Bon, je me suis dit, au début, j'y croyais pas. J'étais en mode, mais non, ça va pas aller. T'as vu, regarde, je me lave pas, je suis dans le noir, je suis dégueulasse. Ça va pas aller. Et en fait, si, aujourd'hui, ça va. Et en fait, des fois, on se relève. Alors, on se relève avec plus ou moins de bleu, avec plus ou moins de traumatisme, etc. Mais on se relève. Alors, l'important, c'est de prendre soin de soi, et effectivement, de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour guérir. Et puis voilà, quoi. Mais ça va aller. Souvent, ça va mieux. Mais il faut s'accrocher, il faut être entouré. Et quand on sent que ça ne va vraiment pas mieux, il faut vraiment demander de l'aide. Tu sais quoi, je vais faire honneur à mon papa dont je parlais tout à l'heure. Il a une image que je partage à tout le monde et je crois qu'au fur et à mesure, il y a plein de gens qui font cette image-là mentale. Il dit que la vie, c'est une tartine, tu vois. Tu as une tartine infinie de pain, là. Et dessus, tu as une pâte à tartiner marron. Et tous les jours, tous les matins, tu te lèves, tu croques dans ta tartine. Et ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, sur la tartine, tu as de la pâte à tartiner type Nutella, etc. ou de la merde. Donc tous les matins, tu croques, tu sais absolument pas sur quoi tu vas tomber. Donc ça veut dire que quand tu croques le matin puis que tu captes que c'est par exemple du Nutella, tu te dis j'en profite parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Et puis quand tu croques dans la merde, ça veut dire qu'automatiquement, il va finir par y avoir du Nutella, il faut être patient. C'est dégueulasse, mais c'est trop chouette. C'est grave. Et depuis que je balance ça et tout, mais je crois que ça vient d'un film. Je sais plus d'où il vient. Je crois qu'il l'a remasterisé, mais il me dit ça depuis que je suis toute petite. Et du coup, je le dis à plein de gens. Et du coup, il y a plein de gens maintenant qui sont en mode, ah oui, mais c'est la tartine de Nutella, tu vois. Mais il me dit ça depuis que je suis toute petite. Et voilà. Donc c'est la tartine de merde Nutella du matin. Ouais, c'est un petit peu une reprise de la boîte de chocolat de Forrest Gump, mais quand même vachement plus spécifique, parce que je sais que moi, le truc de tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, c'est quand même, je sais pas, moins ancré, quoi. Ça fait un peu genre, ouais, dans la vie, tu sais pas ce qui se passe. Oh là là, il est déjà si tard, oh mon Dieu, on a dépassé. Oh mon Dieu. C'était trop cool. Merci à vous. Il est déjà super tard. L'émission va devoir se finir. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à revenir. Time Out, c'est tous les samedis de 19h à 21h sur Twitch. Donc si vous êtes en train de regarder cette VOD sur YouTube, c'est très cool, mais vous pouvez venir en live, c'est encore mieux, parce que vous pouvez pas participer dans le chat. Et ça, c'est chouette. Et discuter avec des gens trop cool. Et rejoindre le Discord. Voilà. Et liker cette vidéo, je ne sais plus tout ce que je dois dire. Mais merci. Pouce bleu. Abonnez-vous, la cloche. Moi, j'ai juste envie de terminer en reprenant les dires de RuPaul's Drag Race, parce que j'aime bien. Oui. Et juste à la fin, il dit toujours un truc qui est chouette. Il dit voilà, comment pouvez-vous aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même? Et du coup, je trouve ça chouette. Et du coup, amen to that. Donc voilà. Oh, that's great. That's a wonderful way I know, of closing this video. I love it. Thanks. Yeah. C'est un gros oui. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à tous. Je vous fais des gros bisous et passez une excellente soirée. Toi aussi. Merci Mawin, merci Fanny, merci le chat. Merci Fanny. Ciao.